questions bêtes, comme d'habitude. Mais déjà, la première question très bête, vous n'êtes pas Tungut, vous n'êtes pas amazonien. Comment est-ce qu'on peut être français, parler français et être chaman? Ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous êtes arrivé là-dedans? Alors, comment je suis arrivé là-dedans, c'est une question que je me suis posée longtemps et que je me suis même posée en écrivant ce livre. Souvent, on me pose la question de savoir si je suis chaman, et je me sens plus marcher sur les traces du chaman, marcher sur les pas du chaman, parce qu'il y a une sensibilité en fait qui s'est affinée au fil des années, qui fait que le livre s'est imposé rapidement comme une évidence. Et le petit déclic qui fait que ce livre est né, Souyapa parlait de notre rencontre, il y a eu une drôle de synchronicité qui fait que quand on s'est rencontré avec Souyapa, il m'a dit voilà, on a regardé les sujets qui nous tenaient à cœur, et moi le chamanisme, c'est une pratique qui restait dans mon intime, c'était quelque chose que je pratiquais depuis des années, mais de façon assez secrète, parce que c'est quelque chose qui reste relativement intime, le chamanisme. Et quand on a lancé les pistes d'écrire ce livre, j'ai demandé à recevoir un signe assez fort. Et j'emmenais un groupe à Brocéliande, en Bretagne, méditer dans la forêt pendant 3 jours. Et en sortant de cette retraite de 3 jours, j'ai été attiré dans une librairie. Et dans cette librairie, je suis tombé sur un livre qui était sous une pile, et j'ai regardé cette pile de livres, j'ai sorti ce livre. C'est un livre sur les guérisseurs bretons. Et Riou, c'est la rivière en Bretagne. Hein, je suis d'origine bretonne, et j'ai ouvert ce livre à une page, voilà, comme on ouvre un livre dit par hasard. Et là, je suis tombé sur une phrase qui disait: dans les familles bretonnes, quand il y a 8 enfants, le 7e, si c'est un garçon, il est bien qu'il s'oriente vers la magie, vers l'invisible, vers le chamanisme, vers le druidisme. Et je ne savais pas du tout ça, donc j'ai été très surpris de ça, et ça a été comme l'invitation, comme le signe de se dire, en fait, ça fonctionne comme ça, le monde visible et le monde invisible fonctionnent comme ça, et ça a été comme une autorisation que je me suis donnée à écrire ce livre. Voilà comment les choses se sont passées jusqu'à l'écriture du livre. Parce que comme tous les Bretons, vous avez 12 frères et sœurs. J'en ai 7 et c'est déjà beaucoup. Ah, vous êtes le 7e? Je suis le 7e sur 8. Ah oui, synchronicité étonnante. Synchronicité étonnante, c'est comme ça que ça se passe. Mais avant de penser le livre, vous étiez déjà dans cette sensibilité, dans cet univers-là. Comment est-ce que ça a commencé, l'aventure chamanique, chez vous? En fait, j'ai l'impression, ça portait peut-être d'autres noms, mais l'aventure chamanique, l'aventure avec l'invisible, elle a toujours eu lieu pour moi, parce qu'enfant, j'étais très relié à l'invisible. C'était pour moi quelque chose de naturel que de parler avec les animaux, voilà, c'est vraiment quelque chose de très naturel, et d'être en lien avec l'invisible. Il n'y avait pas un monde ici et puis l'au-delà, il y avait vraiment juste une sensibilité. Et puis il y a eu plusieurs synchronicités. Il y a eu des rencontres, beaucoup, avec les maîtres tibétains. J'ai passé une dizaine d'années avec les maîtres tibétains, et puis après avec les maîtres amérindiens, avec des maîtres zen, et puis avec des chamans aussi. Et je me suis rendu compte en fait que ça ne faisait que réveiller quelque chose qui était latent. C'est comme si, parce que dans le chamanisme, on ne peut rien apprendre. On peut révéler quelque chose et on peut se reconnecter à une partie de soi. Quand j'ai repensé à cette conférence ce soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur apprendre? Et très clairement, j'ai la sensation de ne rien pouvoir apprendre. Par contre, d'inviter à révéler une part de nous qui dort un peu. Le chamanisme, j'ai vu ça aussi. Le chaman, dans l'étymologie, c'est celui qui détient la connaissance. Et l'homo sapiens, c'est celui qui détient la connaissance aussi. Donc quelque part, on est tous chamans en nous, et après je me suis intéressé à ce que c'était que cette connaissance. Et s'il y a une chose qui m'a là aussi amené à m'intéresser au chamanisme, c'est que le chamanisme, c'est l'art de relier tous les mondes. Et pour moi, je suis en souffrance dans ce monde actuel, à partir du moment où les mondes sont séparés. On a la spiritualité d'un côté, on a le monde des affaires de l'autre, on a la médecine, on a la vraie vie, on a la vie de famille, et tout ça, c'est des mondes avec des spécialistes. Aujourd'hui, on a une intelligence qui est incroyable sur plein de domaines. On connaît l'astronomie comme on l'a jamais connue, on connaît le corps humain, on connaît plein de choses, mais toutes ces connaissances sont isolées, fragmentées. Et le chaman, c'est celui qui met en lien, qui fait tomber toute la porosité qui pourrait exister entre ces mondes pour prendre conscience qu'en fait, l'intelligence intégrale, c'est l'art de réunir les synchronicités, de comprendre qu'en fait,
tous les mondes sont réunis les uns aux autres. Et avant de parler de votre spécificité et puis du chamanisme 2.0, le chamanisme 1.0, le chamanisme de base, c'est quoi? Comment vous l'écrirez? Alors, le chamanisme, c'est effectivement celui qui détient la connaissance. Ça existe depuis 50 000 ans, pour situer un petit peu. Alors, il n'y a pas un chamanisme, il y a des chamanismes. Il y a le chamanisme celte, il y a le chamanisme mongol, le chamanisme amérindien, avec beaucoup de ressemblances d'un chamanisme à l'autre. Et le chamanisme, c'est celui qui détient la connaissance. Et quand on allait, donc on a trouvé les traces des premiers chamans ou des premiers rites chamaniques il y a 50 000 ans dans les grottes, puisque quand les hommes de Néandertal allaient dans les grottes dessiner des animaux, c'est vraiment pour rentrer en lien avec l'animal totem. Ils descendaient dans les entrailles de la terre pour se relier avec la sagesse et avec les animaux qui constituaient leur environnement. Et puis, les chamans, en fait, c'était pas du tout une pratique ésotérique. Quand on allait voir les chamans, que ce soit en Mongolie ou ailleurs, c'était pour répondre à un problème très concret. C'est, j'ai ma fille qui est malade depuis 15 jours, qu'est-ce que je peux faire? C'est, j'ai un troupeau de 20 bêtes, et sur les 20 bêtes, il y en a 15 qui sont malades, qu'est-ce que je peux faire? C'est, on a voilà, on a tel et tel événement qui nous arrive, qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse? Et les chamans, j'étais en Mongolie le mois dernier, il y a un mois et demi, et je parlais avec un chaman mongol qui disait, quand les chamans mongols sont très forts, parce que quand il y avait la guerre et qu'il y avait des blessés, on allait voir les chamans et on leur disait, voilà, il y a cette personne qui est malade, qui s'est fait blesser, vous avez 3 jours pour la guérir, sinon, hein, vous passez sur le bidon. Et donc les chamans devaient répondre à des questions très concrètes, très pragmatiques, de soigner, de retrouver des bêtes perdues, de comprendre pourquoi, parce que le chamanisme, en fait, nous aide à comprendre, quand il y a quelque chose qui nous arrive, il y a toujours une bonne raison. Et les êtres ordinaires dont je fais partie, en fait, souvent on ne fait pas le lien justement entre ces différents mondes. Et on va se dire, je suis malade, c'est un événement, ou il se passe un événement dans ma maison, où j'ai des décès à répétition dans une famille, où je ne sais pas pourquoi, c'est la 2e maison qui brûle, où il y a des événements comme ça. Et quand on ne comprend pas, on va demander à celui qui détient la connaissance, le chaman, qui lui va se relier au monde des esprits, dont on pourra parler, au monde de l'invisible, pour avoir des éléments de réponse. Mais je reviens là-dessus sur le fait que les questions qui étaient posées aux chamans, les gens n'allaient pas voir les chamans pour faire la spiritualité, ils allaient vraiment voir les chamans parce qu'ils étaient malades, parce qu'il y avait des choses dans le monde visible qui les rendaient vraiment en souffrance. Je trouve que c'est ce qui est très présent dans votre livre. On n'est pas dans du blabla, on n'est pas dans de l'explication anthropologique, on est vraiment dans quelque chose de très concret, très pragmatique. C'est vraiment une vraie richesse de ce bouquin. Vous avez évoqué le mot esprit. On va y aller parce que moi ça me turlupine. L'essence du chamanisme, c'est d'être en contact avec ce monde invisible, ce monde des esprits. Vous vous situez où par rapport à ça? Alors, avant pour rester bien sur le plancher des vaches, et on va en parler des esprits, mais pour rester bien sur le plancher des vaches, il y a un économiste qui s'est amusé à situer un peu la place de l'humain sur la Terre. Hein, la Terre, 4,5 milliards d'années, les premiers végétaux arrivent il y a 1 milliard d'années, les premiers animaux arrivent il y a 500 millions d'années, et les premiers humains arrivent 200 000 ans et 20 000 ans pour le Néandertal. Et l'économiste s'est amusé à faire une échelle sur une semaine, hein, du lundi au dimanche. Et sur cette échelle, quand on regarde, le Big Bang a eu lieu donc le lundi à 0 heure. Le mercredi, les lacs se construisent et on trouve les premiers végétaux le mercredi. Les mondes des reptiles et des dinosaures arrivent le jeudi matin. Et le jeudi soir, c'est la première extinction des dinosaures. Et l'être humain arrive sur cette échelle le dimanche à minuit moins le quart. Le Christ arrive à minuit moins 15 secondes. Et la révolution industrielle, c'est minuit moins un 40e de seconde. Ça, juste pour resituer notre place sur la Terre. Et la place sur la Terre, pour les chamans, on n'est pas coupé de la Terre, on n'est pas coupé d'un écosystème, on fait partie complètement d'un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a le monde des humains, il y a le monde des animaux, il y a le monde des végétaux, il y a le monde... Et on est tous interreliés les uns aux autres. Hein, on pourra
parler de tous les liens qu'il y a entre le monde humain et le monde minéral, entre le monde végétal et le monde... Il y a beaucoup de liens, c'est fascinant dès qu'on ouvre une porte. Et dans cette appréhension du chamanisme, il y a un monde visible. Hein, vous êtes en face de moi, je pourrais compter les gens qui sont là, il a une belle chemise bleue, etc. Et il y a le monde invisible. Si ce micro qui fonctionne alors qu'il n'y a pas de fil, c'est qu'il y a des ondes hertziennes qui passent quelque part, il y a des ohms, il y a des watts, il y a beaucoup d'ondes qui passent. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'est pas. Et ces ondes peuvent se cristalliser à différents endroits. Si on passe une belle soirée ici, peut-être que les gens qui viendront demain en réunion vont sentir une vibration particulière, hein, en se disant, tiens, c'est passé quelque chose, ça ne ressemble pas à nos réunions de bureau. Hein. C'est simplement que, et c'est en ça que aujourd'hui, les liens entre la physique quantique, les neurosciences, le chamanisme, tout ça se réunit, on arrive à comprendre que le monde invisible, il est très palpable, on peut le comprendre, on peut le mesurer, et il y a beaucoup de choses qui étaient hier mises dans le sac de phénomènes inexpliqués qu'on peut aujourd'hui expliquer à la mesure de la physique quantique, dont le monde des esprits et dont le monde de l'invisible. Mais là, Arnaud, on est entre nous. On peut aller un peu plus loin peut-être. Les esprits, vous y croyez, vous? Est-ce que vous les expérimentez dans vos pratiques, dans votre quotidien de... Moi, j'ai passé 12 ans avec les Tibétains, avec les bouddhistes qui me disaient « Ne croyez pas ce qu'on vous dit, expérimentez-le ». Donc, de la même façon, je vous dirai ce soir, ne croyez pas ce que je vous dis, expérimentez-le. Si vous percevez quelque chose, si vous sentez quelque chose, gardez-le, explorez. Si vous ne sentez rien, passez à autre chose. Pour ma part, dans les moments où je me suis retrouvé, j'étais en Mongolie dernièrement, j'étais au Tibet, mais même en France, ça m'est arrivé pour ceux qui ont l'expérience, par exemple, d'accompagner des mourants. Moi, j'ai accompagné, à un moment donné de ma vie, j'ai fait de l'accompagnement aux personnes en fin de vie. Et bien évidemment que je sentais, parce que peut-être j'ai une sensibilité que je développe, je sentais que non, on ne peut pas dire que la mort de l'individu s'arrête au dernier battement de cœur ou au dernier... non, il y a quelque chose qui continue, que je perçois. Et donc, effectivement, quand je rentre dans une pièce, ça me fait oui ou ça me fait non. Hein, je me sens attiré ou au contraire, je me sens au contraire envie de sortir. Quand je rentre dans une forêt, il y a des endroits dans lesquels je me sens très à l'aise et il y a des endroits dans lesquels je ne me sens pas du tout à l'aise. Et simplement, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je fais en sorte d'ouvrir la conscience pour faire qu'est-ce qui fait que je me sens plus à l'aise dans cette place-là et moins à l'aise dans cette place-là. Et de cette façon-là, je vais percevoir, donc je vais comme ça percevoir la vibration des gens, la vibration des animaux, la vibration des végétaux, la vibration des rochers. Hein, là aussi, quand j'emmène les groupes en forêt, j'amène chacun à sentir la présence d'un arbre. Et quand on raconte l'histoire de l'arbre, on se rend compte que l'arbre nous fait du bien. Voilà, donc il y a les esprits, il n'y a pas une carte d'identité, il y a des mondes d'esprits, effectivement. Il y a des devas, il y a le monde... les devas, c'est les esprits, on pourrait dire les esprits collectifs. Donc il y a le deva des forêts, il y a un esprit de la forêt, il y a un esprit... voilà, qui est... Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Alors expérimenter, parce que l'autre particularité de votre bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de choses très pratiques. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une petite pause pratique, là, pour dire comment est-ce que, entrant dans une forêt, quelque chose qu'on pourrait essayer peut-être ce week-end, ouais. Enfin, je sais pas qui va en forêt ce week-end. Bon alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ressentir ça et de réussir à faire le distinguo entre ce qu'on pourrait être imaginaire, ce qu'on pourrait fantasmer, de ce qui serait une réelle perception? Est-ce que vous avez des petits trucs? Oui, je vais trouver des petites choses. Souvent, si je fais une conférence comme ça, je sais qu'on écoute ça, puis en même temps on se dit, ouais, mais est-ce que ça existe? Les esprits, on doute tous, chacun de nous. Ah oui. Et la proposition, c'est de laisser reposer le mental. On a en moyenne par jour 80 000 pensées. Hein, et dans ces pensées, on a les pensées d'organisation, les pensées émotionnelles, et les pensées qu'on appelle les pensées dualistes, qui nous font comparer ce qui est à ce qu'on voudrait qu'il soit. Et on compare comme ça en permanence, oui c'est vrai, ça ne l'est pas, ça fonctionne sur le côté binaire. Et en nous, il y a une autre façon d'avoir l'information qui se passe, qui demande de couper le mental. Donc c'est ce qui fait que quand on veut développer le chaman en nous, ça nous demande de couper le mental, de switcher le mental, et de capter par d'autres façons de percevoir. En fait, le chamanisme, c'est une invitation à développer notre sensibilité, comme le font tous les animaux de la planète. Quand il y a eu le tsunami, on a découvert qu'il n'y avait aucun animal pratiquement de mort. Les animaux qui meurent en masse,
Ils sont en ce moment, avec toutes les histoires d'ondes, etc., mais dans le mouvement naturel, les animaux sentent, perçoivent en permanence. Un cheval perçoit si on est végétarien ou carnivore à 50 mètres. N'importe quel animal va percevoir son prédateur, même s'il est à 30 mètres dans la savane, en Afrique, tous les animaux vont percevoir leur prédateur, même en silence. Ils n'ont pas un bouquin, ils vont percevoir, ils vont sentir. Et pour nous, c'est pareil. On a cette capacité à sentir quelque chose qu'on ne voit pas. Mais ça nous demande de switcher le mental. Donc là, la proposition, pour switcher le mental, on ne peut switcher que quelque chose qu'on voit ou qu'on perçoit. Là, la proposition, ça va être, non pas de switcher le mental, mais d'observer la partie de nous qui pense. Hein? Si je vous dis, par exemple, ne pensez pas à un piano noir, tout le monde va penser au piano noir. Si je vous dis ne pensez pas à un schtroumpf bleu avec une chemise verte, hein, vous n'y pensez pas, il y a un bonnet jaune, ça va, personne ne le voit, hein, vous n'y penserez pas ce soir en vous endormant. Voilà, on va conditionner. Donc si je dis, comme dans la méditation, arrêtez de penser, on va penser. Donc la proposition, c'est pas d'arrêter de penser, c'est se dire qui je suis au-delà de ma pensée. Et là, on va faire voilà, une petite méditation, juste 1 minute, et se dire je pense, mais est-ce qu'il y a, au-delà de celui qui pense, quelqu'un qui observe, une présence qui observe celui qui pense? Et je vous invite à vous connecter, non pas à ce qui nous sépare les uns des autres, mais juste à ce qui nous réunit, à ce qui nous rapproche les uns des autres, comme une source commune. Laisser reposer la différence, moi je suis un homme, toi tu es une femme, moi je suis vieux, toi tu es jeune. Et juste se connecter sur une partie qui est reliée au tout, reliée aux autres. Et cette partie, elle est plus détendue. Le chamanisme, c'est une invitation à se détendre. Moi, je peux pas trop, il faut que je pense à la prochaine question. Alors, justement, vous parlez beaucoup, excusez-moi, je reviens dans mon cerveau mental. 80 000 pensées par jour, je crois que je barre. Chamanisme 2.0, ça veut dire quoi? C'est un slogan de mode ou il y a vraiment une signification pour vous qui est importante? Alors, c'est un slogan de mode, puisque, enfin, les deux. C'est-à-dire qu'il y a le chamanisme historique. Le chamanisme historique, il est pratiqué sur les 5 continents depuis 50 000 ans. Et moi, en m'intéressant au chamanisme, j'ai réalisé qu'il y a des pratiques chamaniques qui avaient lieu en Mongolie, d'autres qui avaient lieu en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Inde, au Tibet, et que c'était les mêmes pratiques, avec les mêmes objets réalisés de la même façon, avec des êtres qui ne se sont jamais rencontrés. Donc il y a une espèce de sagesse complètement ancestrale. Les chamans étaient initialement des êtres proches de la nature. Et dans toutes les grandes traditions, que ce soit en Amazonie, au Tibet, en Inde, les chamans étaient très proches de la nature. C'est ce qu'on appelle les sages des peuples premiers. Or, les peuples premiers, quand on regarde un globe et quand on regarde l'actualité, on se rend compte qu'ils se réduisent comme une peau de chagrin. Parce qu'en Amazonie, il y a de moins en moins de chamans, parce qu'ils sont détruits par les routes, par l'extension des villes, etc. En Mongolie, où j'étais le mois dernier, il y a maintenant, alors que les chamans, en Mongolie, il y a 1 habitant pour 10 km². Donc ils sont très très répartis, mais avec aujourd'hui l'industrialisation, les chamans se rapprochent des villes, disparaissent quelque part, et on est en train de perdre cet immense trésor des hommes qui étaient proches de la terre. Et en même temps, il y a quelque chose qui est à transmettre dans une civilisation moderne, c'est-à-dire qu'il y a les chamans. Moi j'ai eu la chance d'étudier avec des chamans tibétains qui vivent dans une grotte et qui ont reçu des enseignements d'autres chamans, etc. Je crois que ce chamanisme-là est voué à disparaître. Parce que quand on
commence à développer le chamanisme, on commence par passer 3 ans dans une grotte en ne voyant personne. On peut passer par exemple 4 mois à vivre dans le noir complet. Quel occidental aujourd'hui pourrait se dire, ok, alors je vais m'intéresser au chamanisme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme pratique? Tu vas dans une grotte, tu commences par t'isoler 4 mois, tu reviens. Non, on n'aurait pas de clients, le chamanisme il disparaîtrait complètement. Donc on est obligé d'appréhender le chamanisme différemment. Et de faire le lien, parce qu'il y a un lien à faire entre le chamanisme, entre la médecine traditionnelle, moderne, entre tout le chemin du développement personnel. Il y a, quand on regarde l'histoire de la psychanalyse, par exemple, les gens au départ allaient voir un psychanalyste parce qu'ils étaient fous, parce qu'ils étaient déments. Et puis petit à petit, la psychanalyse s'est ouverte. Les travaux de Jung, par exemple, ont invité les gens à s'intéresser à l'inconscient collectif, et puis à s'intéresser à la notion de rêve conscient, et puis à tout un tas de notions comme ça, et qui progressivement ont amené les gens au bien-être. Et aujourd'hui, on ne va pas voir un thérapeute uniquement parce qu'on est fou, on va voir un thérapeute pour être mieux dans notre vie, pour avoir plus de sens, pour améliorer nos relations. Et les thérapeutes eux-mêmes se sont intéressés à plein de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Je ne vous les cite pas, mais l'analyse transactionnelle, la PNL, l'EFT, tout un tas de méthodes typiques qui sont des méthodes brèves qui fonctionnent sur une reprogrammation du cerveau. Et ça, c'est des méthodes chamaniques. L'hypnose, c'est du chamanisme. L'EFT typique, c'est du chamanisme complètement. Mais c'est du chamanisme modernisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre les plumes et de s'isoler, de faire ça dans un crâne. Non, on va amener les gens simplement à s'ouvrir sur une dimension invisible. Et pour moi, le chamanisme 2.0, bien sûr, c'est un clin d'œil à un monde moderne, mais je crois qu'on n'a pas besoin de se mettre des plumes sur la tête pour faire du chamanisme. On a besoin d'être plus sensible, ça oui. Et là, pour moi, oui, il y a la place pour un chamanisme 2.0, et on en a besoin dans un monde qui est en pleine crise, je ne sais pas si, enfin, pleine crise, en pleine mutation plutôt, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez remarqué un petit peu que le monde était en mouvement. Qui n'a pas remarqué? Mais si on regarde, c'est assez récent ce changement du monde. On est en pleine transformation. Il y a 15 ans, je me souviens quand en stage, où je parlais parce qu'on percevait déjà qu'il y avait un changement de monde radical. Je disais, oh, il y a toujours eu des crises. Mais on n'est pas une crise. Une crise, c'est quand on a une crise de foi, puis après on va redevenir comme on était avant. Mais là, ce n'est pas une crise de foi, on est dans une vraie mutation. Hein, le monde est en pleine mutation et on va être obligé de concevoir notre économie, notre écologie complètement différente. Je vous parlais de 40 000 ans, 4 milliards d'années, mais si on regarde les humains, avec leur impact écologique sur la Terre, vous imaginez que sur les 15 dernières années, les humains ont exterminé 60% de la population des océans. 60% les 15 dernières années. Et les animaux sauvages ont été divisés par 2 sur 10 ans. Donc, il y a une espèce de rapport à l'environnement qu'on va être obligé de reconsidérer complètement. On va être obligé d'appuyer les 2 pieds sur le frein pour se dire, ok, on s'est coupé de cet environnement dont on se croyait extérieur, hein, et on va avoir besoin à réapprendre à vivre avec, et réapprendre à vivre dans cet environnement, et non pas le regarder extérieurement comme un grand dominateur. Ça, c'est tout à fait la pensée chamane. Alors, on va avoir un sacré boulot, il va falloir remonter les manches, hein, parce qu'on est, la pente, tout le monde le sent, on est quand même bien parti, hein, tous les spécialistes du climat, les spécialistes de l'écologie, même les plus optimistes nous disent, ok, on est tombé sur la tête, on le sait, et on va avoir besoin de retrouver une forme de sagesse. Et cette sagesse, c'est dans nos racines qu'on va la trouver, c'est auprès de nos ancêtres, et c'est dans le langage des chamans qui est, les chamans observent beaucoup, ils captent, mais avant d'utiliser le 6e sens, ils utilisent les 5 autres sens, et ils développent leur sensibilité après avoir développé leur observation. Il y a quelque chose qui est impressionnant aussi dans l'évolution du chamanisme, c'est que de façon traditionnelle, que ce soit effectivement en Mongolie ou en Amazonie, la personne qui voyage, qui fait l'expérience de la transe, c'est le chaman lui-même, soit à travers l'ayahuasca, soit avec le tambour, soit avec différentes techniques d'induction de transe. Et la différence avec le chamanisme 2.0 aujourd'hui, c'est que c'est le patient lui-même, enfin le client, le touriste, le visiteur qui fait lui-même l'expérience de la transe. Est-ce que cette expérience directe participe aussi à ce changement et à cette implication de chacun de nous? Radicalement oui, parce que le chaman, effectivement, c'est celui qui faisait le voyage. Je voudrais donner un exemple de voyage chamanique très concret,
Hein, Jérémy Narby en parle très très bien. En Amazonie, par exemple, dans les peuples retirés, quand ils allaient chasser un singe, ils prenaient l'arc, ils tiraient le singe, et le singe, souvent quand il était mort, avant de mourir, s'enroulait la queue sur la branche. Et donc, pour le ramasser en haut de l'arbre, Tintin, hein, il fallait monter, c'était très compliqué. Et donc, les chamans ont eu l'idée de planter la flèche, de tremper la flèche dans du curare. Et avec cette flèche, de tirer sur le singe, et le singe empoisonné tombait paralysé. La question, c'est comment des peuples qui sont au fin fond d'une forêt amazonienne ont su identifier quelles plantes on pouvait utiliser. Il y a en Amazonie l'équivalent de 7 ou 8 000 plantes utilisées. Et il y a 70 curares différents. Sur ces 70 curares, il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Et sur ces 2, pour qu'ils fonctionnent comme un paralysant, il faut les associer à 3 autres plantes. Une qui ne pousse qu'1 mois par an, et une autre qui doit être cuite, bouillie, 24 heures, indépendamment des 2 autres. Donc quand on regarde au niveau mathématique la probabilité de trouver la bonne plante pour mettre au bout de la flèche, on arrive sur 1 avec puissance 8 zéros derrière. Donc autrement dit, d'un point de vue scientifique, on ne pourrait pas, par un simple principe de déduction-annulation, c'est pas celle-ci, c'est celle-là, c'est pas, ça serait impossible, mathématiquement impossible. Et dans la forêt amazonienne, on utilise comme ça 700 plantes dans la médecine d'urgence. Donc ils vont savoir que telle plante va faire du bien au foie, que telle autre associée à telle autre va cicatriser. Et quand on pose la question aux chamans, de se dire comment vous savez que c'est telle plante et pas telle autre, ils répondent simplement je le sais parce que la plante me le dit. Alors là, le cerveau occidental il bug, il se dit ça marche pas. Ça marche pas au moins pour 2 raisons. Premièrement, le végétal ne communique pas avec l'humain, donc ça c'est pas possible. Et deuxièmement, les chamans, eux, ont cette information dans un état de transe. Et cette transe, elle est provoquée par une autre plante, l'ayahuasca dont vous parliez, qui est associée encore à une autre plante. Et donc c'est dans un état de transe que nous, on cataloguerait comme de la démence, hein, que les chamans ont l'information juste. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est du délire, puisque l'information, elle est là, et 70% des médicaments en Occident, on trouve la source dans les peuples premiers qui ont trouvé l'utilisation réelle des plantes. Donc la question se pose, est-ce que les plantes peuvent communiquer? Les chamans répondent oui. Alors ça demande, bien évidemment, de développer notre sensibilité. Hein, nous-mêmes qui ne percevons pas des fois dans notre assiette si c'est du cochon ou du poulet, hein, ou du bœuf, ça va être difficile, ça va nous demander beaucoup de développer notre sensibilité pour percevoir ça. Et le chaman, c'est celui qui développe sa sensibilité. Donc oui, s'il y a chamanisme 2.0, c'est qu'aujourd'hui, non, c'est plus les chamans seuls qui font l'expérience, c'est nous qui sommes invités à faire notre propre expérience pour ressentir progressivement de plus en plus ce monde invisible et trouver les réponses à toutes les questions en développant, en faisant nous-mêmes le voyage. Alors on n'est pas obligé de prendre des plantes pour ça, hein. Il y a d'autres autoroutes hein, que celles des plantes, mais c'est nous qui faisons le voyage. Ouais. Si vous deviez définir ce que c'est que cette transe, cet état modifié de conscience, c'est quoi? Un état modifié de conscience, l'image qui me vient, c'est le rêve. Hein, quand on rêve, ceux qui ont des enfants, par exemple, et qui voient le gamin qui arrive le matin, je fais un cauchemar, il est encore plein de son cauchemar. Vous-même, vous faites peut-être des rêves animés, où d'un seul coup, on se dit, mais t'es arrivé ça. La question, c'est, est-ce que celui qui rêve, c'est toujours vous? Si c'est pas vous, c'est qui? Hein, voilà exactement ce que c'est qu'un état modifié de conscience. C'est un état de notre conscience modifié par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'état dit normal. Voilà, là on est dans un état normal, je vous parle, vous comprenez. Mais quand on rêve, est-ce qu'on est toujours dans le même état? Non, l'état est modifié. Il est modifié, si on regarde ça au regard de la science, on va dire, bah oui, on est passé, les ondes du cerveau sont passées des ondes alpha aux ondes bêta, aux ondes gamma, etc., à fréquence Hertz. Hertz, on est passé de 240 Hertz à 40 Hertz, donc on a modifié la fréquence vibratoire du cerveau. Nous, on le fait habituellement inconsciemment. On dort et d'un seul coup, notre état se modifie. Il y a d'autres moments où on le fait, modifie. Quand on a un orgasme et quand on éternue. On rentre dans un état, atchoum, j'atteins l'éveil. Pas longtemps, mais inconsciemment. Le rôle du chaman, c'est d'élargir ce temps-là. Et quand j'étais au Tibet, par exemple, j'ai rencontré ce qu'on appelle les tertones. Les tertones, c'est des découvreurs de terma. Les termas, c'est des textes sacrés qui ont été cachés au 4e ou au 5e siècle par d'autres lamas. Et les tertones, dans leur rêve, vont avoir, les tertones, c'est-à-dire découvreurs de trésors.
Et dans leurs rêves, ils vont avoir par exemple la vision que, au pied de cette montagne, derrière tel rocher, il y a une enclave dans laquelle il y a un texte qui est caché. Et le chaman, le tertone, au réveil, va dans cette montagne, va creuser la roche et va retrouver ces textes sacrés. Et ces textes sacrés, ça représente à peu près 10% du canon du bouddhisme tibétain. C'est des textes sacrés qui ont été cachés au 4e ou 5e siècle et dont les chamans ont eu la vision en rêve. Et il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés par les chamans en rêve parce qu'on monte dans un état modifié de conscience. Il y a quoi? Il y a le rêve, il y a la télépathie, la transmission de pensée, l'intuition. Tous ces états se font dans un état modifié de conscience. Et le rôle du chaman, du chamanisme, c'est de développer consciemment cet état de conscience pour ouvrir la conscience à d'autres réalités que la réalité visible. Ça va? C'est clair? Encore une fois, Arnaud, on est entre nous. Je reviens à la question, est-ce que vous avez déjà rencontré un esprit ou pas? Mais vous aussi, on a tous rencontré des esprits, simplement. Non, sérieusement. Ah, mais c'est. Pour moi, il n'y a pas le monde d'ici, le monde d'ailleurs. Moi, je vis avec les esprits parce que simplement je les perçois. C'est quelque chose de naturel chez moi. Mais comment? Là, maintenant, là, vous en voyez en dehors oui, oui, bien sûr qu'on n'est pas tous. Bon, à mes yeux, dans ma sensibilité à moi, oui, on n'est pas seul. Je crois qu'on n'est jamais seul. On est attiré, on va attirer à nous des esprits qui vont vibrer à une fréquence qui leur correspond. Hein. Alors, bien sûr, Mais qui d'autre les voit là ce soir? Vous êtes tout seul là. non, mais très sérieusement, je plaisante, mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de vous faire vous exprimer sur ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça éveille en vous, comment est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans l'imaginaire, que vous êtes dans quelque chose qui est extérieur à vous. Ça, c'est une vraie question. C'est une question que je me pose régulièrement. Qu'est-ce qui me fait dire je perçois, si je fais de l'écriture automatique, ou si je... Qu'est-ce qui me fait dire il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, et qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose que j'imagine? J'imagine que, puis on passe beaucoup de temps à projeter les uns les autres. Moi-même, quand je demande à recevoir des signes, des fois je me dis, ouais, mais là c'est peut-être le mental qui a un petit peu influencé quand même. Bien sûr, le mental influence beaucoup, en permanence. Et tout notre travail, ça va être de distinguer qu'est-ce qui vient de l'extérieur et qu'est-ce qui est une projection. Et qu'est-ce qui va nous permettre ça? Par exemple, le croisement de différentes informations. J'ai cette perception-là, et puis il y a un événement qui arrive à un autre moment. Quand j'ai acheté ma maison, par exemple, j'ai demandé à recevoir 2 signes clairs. Et voilà, je roulais pour aller visiter la maison que je voulais visiter, et quand j'arrive, il y avait un panneau qui s'appelle les anges gardiens, et sur cette panneau-là, il y avait 3 pies. La pie, c'est vraiment l'oiseau du chaman. Il y avait 3 pies qui étaient posées sur le panneau. Et j'aurais très bien pu passer sans voir ce petit panonceau. Et je roule 1 kilomètre et je me fais doubler par un camion, et le camion se rabat devant moi, je pile, c'est un camion qui vendait de la bière, et il y avait la pub pour la bière sur laquelle il était marqué « Vous arrivez chez vous ». Alors, quand j'ai su ça, il y a eu ce recoupement des 2 informations, et ça a provoqué chez moi une émotion qui n'est pas une émotion, qui est une émotion, qui est une sensation que je ne perçois que dans ces moments-là. Des fois, j'entends, allez, peut-être vous me dites que personne ne voit les esprits. Moi, je posais une autre question. Qui ici peut se dire que cette petite voix, qui ne dépend de rien, qui n'est accrochée à rien, qui vient vous titiller à l'oreille, pour vous dire « Paul, Rémi, Jacques, Françoise, t'es sur la bonne voie », ou alors « Paul, Rémi, Jacques, Françoise, t'es à côté de tes pompes. Ça, c'est bon pour toi. Ça, c'est pas bon pour toi. » Cette petite main, cette petite voix, quand vous posez la main sur le cœur, qui vous dit « Voilà la route à prendre ». Je voudrais savoir dans cette salle s'il y a quelqu'un qui ne voit absolument pas de quoi je parle et de quelle voix je parle. Il n'osera pas. Ok. Peut-être si vous ne les voyez pas, peut-être vous les percevez, parce que les esprits, on les voit. Moi, si je regarde là, non, je vois ici 100 personnes qui sont face à moi, et je vois Stéphane Alix dans un polo gris et un jean bleu, je ne vois pas autre chose que ça. Maintenant, si je me détends, je vais percevoir autre chose qui est plus sensible. Si j'écoute, par exemple, si on fait le silence quelques secondes, qu'est-ce qu'on entend?
immédiatement, on entend des chuchotements, et on entend un ronflement. Maintenant, si on affine un peu, si on reste un petit peu plus longtemps, peut-être qu'on va entendre la femme de ménage au bout du couloir qui passe l'aspirateur et les voitures de l'autre côté de la baie vitrée qui sont en train de circuler. Et si on développe encore notre sensibilité, peut-être on va entendre les battements de notre cœur ou les battements du cœur du voisin. Et ça, c'est développer la sensibilité. On développe l'ouïe, on développe le regard, on développe l'odorat, et à un moment donné, entre ça, on va développer une information qui est beaucoup plus subtile qu'on n'entend que dans le silence. Et cette perception, on a besoin de silence, on a besoin de solitude, on a besoin de méditation. C'est pour ça qu'on a besoin de se mettre dans un état modifié. Et modifié, ça veut dire apaiser, ça veut dire libérer du mental. Et dans cette fréquence, si je m'adressais à des scientifiques, je dirais voilà, il y a des ondes qui vibrent à 40 Hz, il y en a qui vibrent à 80, à 100, 150. Il y a des informations sur chaque trame vibratoire. Et plus on affine nos perceptions, si j'avais un appareil de radio ici, que je le branche, si je me mettais sur 87.8, je pourrais capter France Inter. Et c'est pas parce que je me mets sur 87.8 que je capte France Inter, qu'il n'y a pas France Info, qu'il n'y a pas radio je sais pas quoi, radio Notre-Dame, je sais pas quoi. Et on ne pourrait pas me dire, il n'y a pas cette radio-là, tu ne la vois pas. Non, on ne l'entend pas, mais elle est là. Donc, oui, il y a des esprits, en tout cas moi tel que je les perçois, des esprits, des entités, on appelle ça comme on veut. Non, on ne les voit pas, forcément, je ne les vois pas avec mes yeux. Mais Saint-Exupéry disait-il pas que l'invisible est essentiel, l'essentiel est invisible par les yeux et on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc oui, ça nous demande à un moment donné d'ouvrir notre cœur, de nous détendre et de prendre ça non pas comme une certitude à opposer, mais comme une hypothèse. Et si, allez, on va faire ça, et si on n'était pas tout seul, s'il y avait dans cette salle, allez, s'il y avait quelques anges parmi nous, s'il y avait quelques êtres éthérés, intéressés par le chamanisme, intéressés de savoir ce que des humains peuvent bien se raconter sur l'invisible. Voilà. On prend ça comme hypothèse et on s'ouvre à ça. En se disant, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Et quand on est en forêt, c'est un peu ce qui se passe. On est dans la forêt et on se dit, tiens, et si sous les feuilles, il y avait des lutins? Et si au bout des branches, il y avait des fées? On prend ça comme une hypothèse, c'est pas la peine d'opposer, c'est vrai. On prend ça comme une hypothèse, on vit bien avec, on le garde, on le dit pas, on le garde pas. Est-ce que vous, il y a une... J'ai bien compris qu'on va revenir peut-être tout à l'heure sur quelques aspects pratiques de cette mise en perception, mais est-ce que dans votre parcours, il y a des moments qui ont été des moments qui vous ont laissé un souvenir vraiment marquant, de rencontres, au-delà de maître, mais peut-être de ce monde invisible, avec ce monde invisible? Le monde invisible, il a eu plusieurs... J'ai toujours eu ce lien avec le monde invisible. Et après, il y a eu des moments dans ma vie, quand j'avais 14 ans, par exemple, j'étais très intéressé par le spiritisme. Et donc, j'étais avec des amis, avec certains membres de ma famille, on faisait tourner les tables. Et en étant très pragmatique, c'est-à-dire sans se dire... il n'y avait pas de spirit, de médium particulier parmi nous. Il y a simplement un jour, on avait rencontré un médium qui nous avait initié à ça, puis on s'était amusé à ça comme des ados au départ, ou comme des jeunes adultes. Et puis, on s'était rendu compte que, bah oui, effectivement, les tables se soulèvent et les tables bougent. Et avec cette interrogation de se dire, ouais, mais si ça se trouve, c'est une hallucination collective, si ça se trouve, c'est des esprits, si ça se trouve, à élargir tout le champ des possibles. Et moi, je suis resté avec ça en disant, si ça se trouve, j'en sais rien. Mais le fait est que oui, effectivement, les tables bougeaient. Pour une petite anecdote personnelle, moi, mes parents, je raconte ça dans le livre, mes parents sont très opposés. Ma mère est très, très branchée, comme on dit, très, très en lien avec l'invisible, et mon père très, très pragmatique. Et quand on faisait tourner les tables, ma mère s'était intéressée à ça, et mon père, lui, disait, oh, ça m'intéresse pas, etc. Et je me demandais comment deux êtres aussi différents peuvent vivre ensemble. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment on peut faire cohabiter le visible et l'invisible, ce qu'on perçoit et ce qu'on voit. Et dans les expériences, je reviens à ça, dans les expériences, j'ai toujours eu ce doute. Quand je faisais tourner les tables, il y a eu ce doute. À un moment donné, quand j'ai eu 24 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'avais eu juste avant un ulcère à l'estomac. Je l'ai fait opérer et il était assez carabiné. Je l'ai fait opérer, ça a été un peu compliqué. Et 6 mois après, j'en ai eu un autre un peu plus compliqué. Et là, je me suis dit, ok,
je vais soigner ça autrement. Et je me suis intéressé à plein de choses. Je me suis intéressé à l'acupuncture. Et puis ça a marché sur un plan, pas sur d'autres. Je me suis intéressé à l'auriculothérapie. Se rendre compte qu'on peut soigner par des points sur l'oreille. Je me suis intéressé à la réflexologie plantaire. Et puis j'ai commencé à ouvrir des portes. Je me suis rendu compte que derrière chaque porte, il y en avait une autre, avec toujours le scepticisme en moi, issu de mon père peut-être, et la curiosité. Il y avait ces deux-là qui étaient toujours. Et j'ai découvert comme ça la médecine tibétaine, je me suis intéressé à l'Ayurveda, je me suis intéressé à la transmission d'énergie, et j'ai soigné cet ulcère sans aucune intervention médicale, uniquement par des visualisations. Ça fait 27 ans de ça, depuis 27 ans je ne suis pas retourné voir un médecin et je n'ai pas pris un médicament. Et je me suis intéressé à ce moment-là à d'autres événements. L'année d'après, j'ai eu un accident de voiture. Quand j'ai eu cet accident de voiture, j'allais au Portugal et j'ai raté un virage dans les Pyrénées espagnoles. Et au moment où j'ai raté le virage, voilà, j'avais le choix entre partir dans le ravin et prendre le camion. J'ai donné un grand coup de volant, j'ai vu le camion en face, et quand j'ai vu le camion à 2 mètres, je me suis dit non, pas le camion, le réflexe a dit plutôt le ravin. Hein, entre deux, préférons le moins. Et quand je suis parti dans le ravin, entre le moment où la voiture a quitté la route et le moment où la voiture s'est arrêtée, il s'est passé sur un temps chronométré peut-être une douzaine de secondes. Et sur un autre temps, comme s'il y avait 2 perceptions simultanées, c'est comme si je voyais, on dit, sa vie défiler. Moi, j'ai vraiment vu des images qui fonctionnaient comme les images d'un kaléidoscope. C'est-à-dire qu'il y avait ma naissance, il y avait les premiers pas, il y avait la première couche, il y avait la première, etc., voilà, la première classe, la première cigarette, etc., tout ce qui s'est passé. Et puis, ça allait jusqu'au moment de l'accident. Et au moment de l'accident, j'ai fait cette expérience, effectivement, et je me suis rendu compte, quand j'ai écrit, j'en parle dans mon premier livre, et quand j'ai écrit le livre, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient « Mais c'est dingue, votre histoire, il m'est arrivé pareil. » Je me suis dit bah, « Tiens, beaucoup de gens qui s'approchent de la mort ont cette expérience-là d'un temps superposé. » C'est-à-dire qu'au moment de l'accident, il y avait l'être humain incarné qui freinait sur la voiture sur le côté, et puis il y avait une autre conscience qui me montrait non seulement l'accident sur un autre plan, mais qui m'a montré le poids karmique de mes actes. Je m'explique, j'ai vu tout ce que j'avais fait d'utile sur la Terre, ça représentait ça à peu près, et tout ce que j'avais fait de complètement inutile, ça représentait à peu près ça. Et je regardais, je me disais, mais, par exemple, lui, je lui ai donné ma veste. Non, ça compte pas, ça compte pas ce que tu lui as donné pour qu'il dise que t'es quelqu'un de sympa. Alors, je dis, ouais, mais là, j'ai donné des cours de méditation, ça compte. Je dis, non, ça t'a donné ça pour te faire mettre en avant, donc ça compte pas. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a compté alors dans ma vie? Et qu'est-ce qui a compté? À un moment donné, il y a un chien qui était blessé, j'ai caressé le chien. À un moment donné, j'ai vu un enfant qui pleurait, j'ai souri à l'enfant. Petits gestes gratuits, des petits gestes gratuits. Et je me suis rendu compte que le poids lumineux de mon existence, c'était que des petits gestes gratuits. Et là, je me suis dit à ce moment-là, parce que quand je reprends l'histoire de l'accident, j'ai vraiment vu que j'avais mon guide, en l'occurrence, bon, il est entre nous, vous m'avez dit, donc je le dis, mon guide m'est apparu et m'a laissé le choix de me dire, est-ce que tu veux partir ou est-ce que tu veux revenir? Et là, très clairement, j'ai dit non, je veux revenir, parce que j'ai rien fait de ma vie, je suis passé à côté de tout, j'ai passé à courir après l'urgence, j'ai rien fait, j'ai rien vu, j'ai rien compris. Donc je veux revenir. Et au moment où j'ai dit je veux revenir, il y a eu une intention de revenir sur cette terre, et c'est le moment qui a correspondu avec le moment où la voiture a cogné. Il y avait un olivier qui était 8 mètres plus bas, et la voiture s'est arrêtée. Et je me suis arrêté, j'étais avec ma compagne de l'époque, et je suis resté à un moment donné, on est resté peut-être un quart d'heure à regarder le temps autrement. Et quand les pompiers sont venus avec les corps pour ramener la voiture, il y a un pompier qui m'a dit « Vous avez beaucoup de chance ». J'ai dit « Oui, un peu de chance ». Il paraît, oui, j'ai senti. Et en sortant de ça, je me suis dit « Je ne vois plus du tout le monde pareil ». Et cette double présence, hein, mon premier métier c'était de comédien, je joue au théâtre, et l'acteur il est dans une double présence. Il est complètement sur la scène, il joue un texte, il joue Hamlet, il joue Shakespeare, il joue je ne sais pas quoi, et en même temps, il y a l'acteur qui se dit, ok, il faut que je sois sous les projecteurs, il faut que je dise la réplique, il faut que je... etc. Et là, ce soir, je suis encore dans une double présence. Il y a Arnaud qui joue le rôle d'un auteur ou d'un conférencier qui vous raconte un sujet, et à un autre endroit, je vois mon âme qui s'amuse, qui jongle, qui joue avec vos âmes à vous, et je me sens complètement proche de vous, pas du tout différent. Et cette double présence, Arnaud Desjardins avait ce mot, il nous disait,
intérieurement, activement passif, et extérieurement, passivement actif. Intérieurement, activement passif, ça veut dire quoi? C'est la méditation. Je me mets en méditation, je me mets immobile, je suis passif, mais je mets de la conscience et de l'intention pour rester passif. Je maintiens la colonne vertébrale droite. Ça, c'est la méditation comme le pratiquent tous les moines, intérieurement, activement passif. Et passivement et extérieurement, passivement actif. C'est-à-dire que si je dois téléphoner à quelqu'un, si je dois planter un clou, je vais le faire, mais avec aucune de cette volonté qui nous éloigne de nous. Il faut absolument que j'arrive à ça, il faut absolument... C'est rien ça. Hein. Juste une intention posée. Et cette attitude, elle est typiquement l'attitude du chaman. Il est là, il est complètement là. Un jour, j'étais avec un chaman, je l'accompagnais donner une conférence. Et il y avait 200 personnes qui nous attendaient, c'est moi qui conduisais, je suis dans la voiture, il y avait la neige, et je suis parti un peu sur le côté, et à un moment donné, la voiture s'est mise sur le côté, et je patinais, et lui, il rigolait tout ce qu'il pouvait. Et je lui disais, vous savez, si j'arrive pas à sortir, on est dans un petit village, on va pas pouvoir être à la conférence ce soir, il y a 200 personnes qui nous attendent. Et il riait de plus belle, ça ne le préoccupait absolument pas. Il était dans cette attitude-là, intérieurement activement passif, extérieurement passivement actif. Et dans cette place-là, il n'y a rien qui peut nous arriver. Et j'ai assisté à ça, et moi j'ai assisté à des enseignements avec des chamans, avec des Tibétains, qui ont connu par exemple la torture avec les Chinois, qui sont dans une espèce de détachement complètement ici, et en même temps complètement ailleurs. Alors la question de se dire, on est entre nous, ailleurs c'est où? Ailleurs c'est ailleurs. Ah mais non. Mais non. Ça va pas se laisser passer comme ça. Non, mais on peut y aller, vraiment. Ça sortira pas d'ici. La cassette, je la récupère. Ailleurs, c'est ce bel espace que justement, on ne peut pas nommer avec des mots. Quand je fais une conférence, toujours, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Et me reviennent à l'esprit ces mots de Sainte Catherine de Sienne sur son lit de mort, qui disait, comment parler aux hommes, comment trouver les mots qui vont au-delà des mots. Il y a un espace qui nous réunit tous, qui ne peut pas être défini par des mots, parce que le vocabulaire est trop pauvre, qui ne peut pas être donné avec des images, parce que les images sont trop ternes, qui ne peut pas être défini par des couleurs, parce que les couleurs, ce ne sont que des fréquences vibratoires, et ça reste trop pauvre. Et cet espace qui nous réunit tous, qu'on appelle la source, hein, que les Tibétains vont appeler le Dewachen, ou vont appeler les Indiens vont appeler le Nirvana, que nous on va appeler le paradis, qui ne commence pas à la fin de la vie. Atteindre l'éveil, c'est quoi? J'ai eu la chance d'apprendre avec des êtres, des Tibétains, des maîtres dont on dit qu'ils ont atteint l'éveil. À leur contact, il n'y a pas de doute, parce qu'il y a une telle joie, une telle transparence, une telle évidence de ça. Mais il n'empêche que sur un plan, je me souviens de ce maître tibétain, je lui avais dit, mais c'est facile, j'avais 30 ans, je lui ai dit, c'est facile pour vous, vous avez atteint l'éveil. On était à manger, il me disait, oui, mais moi, si je mange trop, je vais avoir mal à l'estomac, comme vous. Hein. Donc, sur la réalité visible, sur un plan, oui, si je mange trop, je peux avoir atteint l'éveil, il n'empêche qu'il faut que je fasse la lessive, comme ce livre, après l'éveil, la lessive. Donc, on est sur deux vibrations en même temps. Il y a une réalité, les Tibétains parlent beaucoup de la vérité absolue, la vérité relative. Dans un point de la vérité relative, est-ce que vous y voyez des esprits? Non. Est-ce que le Dewachen? Non. Et dans un point de vue de la vérité absolue, elle s'évoque avec on ne peut pas l'évoquer avec des mots, simplement se dire que ce qu'on a pu mettre dans toutes les traditions, parce que toutes les traditions se retrouvent, les Dewachen, le paradis, etc., non, ça ne commence pas au dernier souffle. Ça peut commencer ici sur la terre, et je crois que c'est justement ça. Et tous les maîtres spirituels, de toutes les traditions, sont venus nous dire ça. Le Christ est venu nous dire ça. Le Bouddha est venu nous dire ça. Le paradis est sur terre. C'est juste à nous de le réveiller. Mais nous, on veut bien être chrétien, mais on ne veut pas être Christ. On veut bien être bouddhiste, mais on ne veut pas être Bouddha. Pourtant, leur enseignement, c'était, oui, j'ai fait l'homme à l'image de Dieu. Et le chaman dit la même chose. Et toutes les traditions disent la même chose. Réveiller la divinité en nous. Hein. Mais comme on a souvent été dans une culture qui nous a fait croire qu'on n'était pas digne, on ne veut pas aller vers cette... Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire sur cette terre que de réveiller cette lumière? Cette lumière qui est en nous et qui est connectée à une source dont on vient.
Parce que si je vous posais la question, cette source, avant la naissance, peu importe les mots difficiles qu'on a pour la nommer, mais cette source, dans un état dans lequel il n'y a pas la dualité, c'est bien, c'est mal, il faut pas, j'ai faim, j'ai pas faim, c'est ici, ailleurs, maintenant, plus tard, une source qui soit, hein, si vous vous reconnectez vous-même à cette source, en se disant, je me rappelle, souviens-toi d'où tu viens. Hein, souviens-toi d'où tu viens, comme dit Socrate, souviens-toi d'où tu viens. C'est le chaman qui dit ça aussi. Rappelle-toi qui tu es. Il y a une anecdote comme ça d'un chaman qui accompagne ses élèves et qui dit à un de ses élèves, il dit « Demain, tu me réveilles à 6 heures du matin. » Et l'élève tape à la porte du chaman le matin, il dit « Maître, réveille-toi » Et le maître lui répond « Disciple, éveille-toi » L'éveil, il ne tient qu'à lui, il ne tient qu'un claquement de doigts de se dire « Et si c'était possible ?» Vous parliez tout à l'heure, pendant ces 12 secondes qui ont duré très longtemps, de votre rencontre avec votre guide. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans le chamanisme, qu'il soit traditionnel ou 2.0, c'est cette possibilité de demander de l'aide. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose à ce propos en me disant les guides et les anges ne s'usent que si on ne s'en sert pas. C'est vrai, ça? Oui. Je trouve d'ailleurs, quand je me brosse, je me dis, mais des fois ils s'ennuient, ils sont au-dessus de nous, ils se disent, bon, il fait quoi le tien? Bah, le mien, il n'y croit pas, il me voit même pas. Il me voit même pas. Et toi? Bah, moi, il me conçoit même pas. Il est mauvaise pioche. Hein, alors qu'effectivement, dans le chamanisme et dans beaucoup de traditions, oui, on est tous guidés par différentes, que ce soit les animaux totems, que ce soit les anges, que ce soit les guides. La question, c'est, si jamais les guides devaient se manifester à nous, comment ils pourraient s'y prendre pour manifester leur présence? Si on se pose cette question. Alors ça peut être des fois une sensation de présence, simplement. Se dire, je ne me sens pas tout seul. Je pose la main sur le cœur et je me sens moins seul. Des fois, c'est une sensation physique. Hein, moi, des fois, je pose une question et puis la réponse, je l'entends parce qu'il y a, je sais pas, il y a 10 articles de journaux, puis il y a un mot. Là, en ce moment, par exemple, ça fait depuis 3 jours, c'est incroyable. Mais à chaque fois que je prends mon téléphone pour regarder l'heure, j'ai l'heure des anges. L'heure des anges, vous savez ce que c'est 11h11, 12h12, 13h13, 14h14, 15h15. Mais ça m'arrive, je vous assure. Aujourd'hui, j'ai regardé peut-être 7 fois mon portable pour voir l'heure qu'il était. 5 fois, je suis tombé dessus. Donc c'est des petits signes comme ça n'a l'air de rien, et beaucoup diront oui, mais c'est un hasard. Ok, pas de souci avec ça. La question, c'est si nos guides devaient se manifester. Hein, vous savez, c'est l'histoire du type qui dit moi, je suis très pragmatique, j'y crois pas. Maintenant, montre-moi que Dieu existe, montre-moi que l'invisible existe et j'y croirai. Et puis, il est dans sa voiture, il cherche une place. Il se dit, bah, c'est le moment. Tiens, alors s'il y a un ange gardien, ça je serais curieux que lui se manifeste. Ange gardien, si t'es là, manifeste-toi. Il n'a pas fini sa phrase que devant, il y a un type il sort un créneau, il s'en va, il libère la place. Et le type est au volant, il dit, c'est bon, laisse tomber, j'ai trouvé. L'événement, il est là. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? On peut se dire, je marche tout seul, on peut se dire, je fais la compagnie. Et comment on fait pour trouver son animal totem? On ne le trouve pas, c'est lui qui nous trouve. Alors, comment il nous trouve? Il faut qu'on l'invite. Là, il y a quelque chose, quand on parle de ça, qui fait la différence entre l'intention et la volonté. Hein, en ce moment, on parle beaucoup de la loi de l'attraction, etc., la loi de l'abondance. Je veux. Ça ne marche pas comme ça. Quand j'ai quitté le Maroc la première fois, j'ai dit au guide qui m'amenait, j'ai dit, ok, je reviendrai l'année prochaine. Il m'a dit, si Dieu le veut. J'ai dit, si Dieu le veut, et si je prends un billet, on a besoin de collaborer. Parce que si Dieu veut, et puis moi je ne prends pas de billet, je ne viendrai pas. Et puis si je veux vraiment et Dieu ne veut pas, je ne viendrai pas. Donc on a besoin de poser une intention. Et rencontrer son animal totem ou rencontrer son guide, c'est pareil. C'est poser la main sur le cœur, en disant, ok, bon, j'ai écouté la conférence, je suis très sceptique, mais bon, allez, je te laisse une place chez moi. Vous savez, c'est comme les célibataires qui sont chez eux, qui disent, je ne comprends pas de mec, je ne comprends pas de femme. Hein, est-ce que tu as une place pour toi dans ta vie? Bah non, j'en ai pas. Il ne viendra pas. Le guide, c'est pareil. Est-ce qu'on a une place pour lui à table? Hein? Est-ce qu'on a une place pour lui chez nous? Est-ce qu'on peut mettre un petit endroit dans la maison, on va faire brûler une bougie, une représentation, une image, quelque chose, un endroit où il se sente un peu chez lui? Sinon, il ne viendra pas. On pose une intention. Et une fois que l'intention est faite, on fait un pas. Le guide, il en fait 100. Un jour, ma fille était malade, elle avait la grippe.
grippe aviaire, c'est pas comme ça que ça s'appelle. La grippe, la fameuse grippe dont on parlait, la grippe là, voilà, H1N1. Et je vais la chercher et elle me dit attention, j'ai la grippe H1N1, il faut que tu mettes un masque et tout. Je dis voilà, je vais mettre un masque, ça ne va pas. Et on arrive à la maison et je lui dis on va faire un rituel chamanique. Je vais jouer du tambour et puis on va appeler un animal qui va venir te soigner. Elle me dit ah bah d'accord, je vais appeler le chat. Je dis non, on va appeler un animal va venir à toi. Et elle s'allonge, elle se détend, puis on commence à battre le tambour. Et puis au bout de 5 minutes, elle me dit ça y est, j'ai un animal. Je dis c'est quoi? Elle me dit c'est la licorne. Ah, je dis super. Et elle me dit bah maintenant qu'il est là, je dis demande-lui, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Demande-lui comment elle peut t'aider. Et elle dit non, qu'est-ce que tu peux faire? Elle me dit bah elle me dit qu'elle va fouiller avec sa corne dans mon ventre, elle va prendre le virus et elle va l'envoyer en l'air parce qu'il faut prendre soin de lui et on envoie le virus dans la lumière. Ah bah je dis si elle dit de faire ça, fais ça. Elle fait ça. Hein. Il se trouve que alors qu'elle avait un traitement pour 15 jours, le lendemain matin, la fièvre était tombée. Mais le plus intéressant de ça, c'est que dans la culture amérindienne, chamanique, ce qu'elle ignorait complètement, l'animal qui vient voir les enfants malades, c'est la licorne. Et ça, elle l'ignorait complètement. Et la façon dont les animaux vont guérir, c'est qu'on est trois dans la maladie. Il y a nous, il y a l'esprit de la maladie et il y a l'esprit du guérisseur. Et on va, nous et l'esprit du guérisseur, prendre soin de l'esprit de la maladie qui est là pour quelque chose, pour l'envoyer dans la lumière. Ça aussi, c'est quelque chose qu'elle ne savait pas intuitivement, mais qu'elle a vécu. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour rencontrer notre animal? On pose une intention, et il y a un moment donné où il se passe quelque chose. On ouvre nos antennes. Parce que, non, les guides, ils n'arrivent pas comme ça, parce que déjà, non, ils n'arrivent pas comme ça. On développe notre sensibilité, et il y a quelque chose. Moi, j'ai eu beaucoup de retours depuis que le livre est sorti. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent, des gens très pragmatiques, qui me disent tu sais ta méditation, hein, parce qu'il y a un CD à la fin du livre, n'est-ce pas? Je joue du tambour. Et quand les gens font cette visualisation, ils me disent mais tu sais, c'est dingue, j'ai fait cette visualisation et j'ai vu mon guide, et depuis il m'accompagne. Ou alors des choses qui se passent. En fait, on a juste des fois un petit blocage à pousser, parce que simplement, on est quand même le pays de Descartes. Je me souviens ce maître tibétain qui me disait, quand il est venu en France la première fois, il m'a dit quand même, c'est pas facile pour vous. Hein. Ah, je dis non, c'est pas facile. Il me dit chez nous, tout nous ramène à la spiritualité. Le pire des athées qui va au Tibet, il revient, il est convaincu. Pourquoi? Parce que tout nous ramène à la spiritualité. Dès qu'il y a un petit cours d'eau, les Tibétains mettent un petit moulin à eau pour mettre des lettres au bout de chaque pale du moulin et envoyer des mantras, des paroles sacrées dans l'air. Dès qu'il y a un drapeau à prière, ce qu'on appelle les chevaux de vent, hein, on envoie pareil les prières dans l'air. Partout, dans tous les coins de rue, pour ceux qui sont allés en Asie, en Inde, tout nous ramène à la spiritualité. Ici, tout nous écarte de ça. Tout nous écarte de ça et tout nous écarte du sens. Regardez par exemple comment a évolué quelque chose un peu tabou ici, qu'on appelle la mort, hein, dans notre pays, qui devient de plus en plus invisible. J'ai assisté à une crémation dernièrement d'un ami, paix à son âme. J'étais bluffé de me dire, mais j'ai l'impression d'être à la pharmacie, monsieur, vous venez pour qui? Numéro 36, oui, c'est ici. Ok, 10 minutes. Il n'y a aucun sacré, il n'y a aucune dimension qui nous ouvrirait à autre chose de ce qu'on voit. Mon Dieu, quelle tristesse. Et quand j'ai passé du temps à prier avec l'urne dans la main, et la personne me dit, ça va être au suivant, monsieur. Je dis, oui, mais pour l'instant, le suivant, il est bien là, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Hein. Et c'est incroyable, comme là encore, en peu de temps, hein, puisque nos grands-parents veillaient les morts, nos grands-parents suivaient le corbillard dans les villages. Le Dalai Lama qui dit, les humains vivent souvent, les Occidentaux, il dit ça à notre sujet, vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. On est coupé de l'essentiel. On est coupé du sacré, et je crois que dans cette période qui est si sensible, qui est si fragile, on a besoin de ressentir ce sacré. Et quand je dis le sacré, le spirituel, l'invisible, chacun y met ce qu'il veut. Hein, celui qui veut y mettre des crises, des bouddhas, peu importe, chacun y met ce qu'il veut. Mais se relier à une autre dimension que cette simple dimension, et qui nous rappelle qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Moi, je reviens toujours aux animaux totems, là, on avait commencé. Quand je mets le tambour et que j'essaie de voyager, je suis à Thoiry, moi. À Thoiry? Ou aux Eaux de Vincennes, il y a beaucoup de monde. Et je vois bien que je me détends, je me relâche, je vois plein d'animaux arriver, mais en quoi je peux distinguer un animal qui serait particulier et qui serait la licorne de votre fille de
tout ce que mon imaginaire fait surgir. Est-ce qu'il y a là aussi une petite recette? C'est vraiment une histoire de sensibilité. Plus vous allez lâcher le mental, de se dire que... Un jour, j'ai eu en stage quelqu'un qui me disait, ok, moi je crois que mon animal totem, c'est la panthère. Hein, puis je dis, mais oublie tout. Et puis, on fait le stage, et puis au bout de 2 jours, on fait le stage sur les animaux totems, et il me dit, j'ai vu une grenouille arriver. Je lui dis, c'est un animal totem, la grenouille? Ah ben, j'ai dit, la grenouille, pas qu'un peu, c'est l'animal qui a la peau la plus douce. Et chez les chamans, on utilise la peau de grenouille pour faire des onguents, et cet onguent, on la met sur la peau. Je fais ce geste-là. Et on la fait sur la peau pour soigner les eczémas, les choses comme ça. Et la personne me regarde, elle me dit, mais c'est incroyable. Elle ouvre sa chemise, elle me dit, j'ai quelque chose comme ça. Donc, voilà, typiquement le type de synchronicité. Mais pour avoir le lien, pour répondre à votre question, pour avoir le lien avec les animaux totems, oui, on a besoin de s'isoler, on a besoin de faire le silence. On peut avoir, alors plus on a un mental important, plus on va avoir besoin de s'isoler, peut-être partir à la campagne, peut-être partir dans la nature. 4 mois. 3 jours. Alors là, je peux vous garantir, Stéphane, je peux vous garantir qu'on va ensemble en forêt de Brocéliande pendant 3 jours, hein, sans sortir de la forêt, hein, en étant juste en lien avec quelque chose de... Et là, je peux vous dire qu'on sort de là, on a la sensation d'être parti 3 semaines ou 1 mois, et là, oui, vous allez percevoir l'invisible, parce que les chamans, par exemple, ils ont cette pratique de passer, il y a 21 jours au minimum, seuls dans une grotte, sans manger, sans boire, l'obscurité la plus complète. Hein. Donc inutile de vous dire que les sensations sont un petit peu exacerbées. Mais déjà, quand dans la forêt, on bande les yeux, on commence à développer nos perceptions. Et je me souviens, j'avais amené un groupe 3 jours. Premier jour, les gens ne sentaient pas grand-chose. Et puis on a marché dans la forêt. 2e jour, les sensibilités commençaient à... Et le 3e jour, il y a une personne qui me vient me voir à côté, on marchait, dit « Ah, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul. » Je dis « Non, non, on n'est pas tout seul. Essaie de savoir qui est là. » Puis l'autre personne qui me va faire « Ah, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous suit. » Je dis « Oui, on est suivi depuis un moment, mais essaie de savoir plus. Hein. » Et puis 3 personnes. Et à un moment donné, on sent, je dis « Vous allez voir, on va se sentir... » Et tchac, il y a un chevreuil qui traverse le chemin, qui passe. Et à partir du moment où le chevreuil est parti, la sensation d'être suivi s'est atténuée. Et cette sensation, que peut-être si on avait débarqué dans la forêt, la première heure, personne ne l'aurait senti. Moi non plus, hein, je ne l'ai pas senti. Ma sensibilité, elle est comme chacun, elle s'affine, elle se travaille. Et si je passe, quand je passe 2 jours à Paris, par exemple, au bout de 2 jours, je ne sens plus rien. Je suis comme cette femme dans le film magnifique de Colin Serrault, La Belle Verte, qui a besoin de se mettre les pieds dans l'eau. Moi, c'est pareil, j'ai besoin de prendre un arbre dans les bras, j'ai besoin de me mettre les pieds dans la terre, parce que cette sensibilité, elle se travaille. Hein, les chamans passent beaucoup de temps à observer les animaux, et puis à observer les plantes, et puis à observer les rochers. Quand on regarde, par exemple, si je prends ce bâton de parole, je pourrais en dire quelques mots tout à l'heure, quand on regarde, il y a certaines divinations, par exemple, où on va dire, voilà, vous prenez une feuille, vous prenez une branche, et la première image que vous voyez, vous la gardez. Donc je me détends, et puis clac, là voilà, ici, je vois un vélo, je ne sais pas pourquoi, mais je vois un vélo. La première image, c'est ça qui m'intéresse. Un vélo ici, d'autres ne le verront pas, d'autres verront une grand-mère, d'autres verront autre chose. On ne va pas rentrer dans la discussion de se dire, mais pourquoi tu vois un vélo? Non, on s'en fout, j'ai vu un vélo. Un vélo est arrivé, on reste là-dessus. Et puis après, je regarde et puis je vois hop, une 2e image. Hein, il y a une pratique, un rituel de divination celte, parce que nous aussi, j'en ai pas parlé, mais on a notre chamanisme celte. Bien avant les traditions chrétiennes, on avait nos chamans qui étaient des sacrés loulous. Et les chamans avaient cette tradition de divination qui consistait à identifier 2 images et puis à les associer pour avoir une réponse à une question qu'on posait. Un jour, moi j'ai fait ça en groupe, mais je fais ça croisé, je suis malin, parce que les gens sinon vont se dire, ah bah tiens, un vélo, une grand-mère, ça tombe bien, ma grand-mère voulait un vélo à Noël, c'est pour moi. Donc je suis plus malin que ça, je dis, ok, vous trouvez deux événements comme ça, deux images, 2 symboles sur un bâton ou sur une pierre, vous les associez entre eux, et voilà, ça va vous donner une réponse. Et puis les autres vont poser une question. Et ensuite on va croiser. Et puis on met des petits papiers, parce que, voilà, et on va croiser quelque chose comme ça, et après chacun va poser une question. Et je disais, ben voilà, François, c'est Joséphine qui va te répondre à ta question. Clara, c'est Françoise qui va te répondre. Paul, c'est Jacques qui va te répondre, etc. Et parmi les questions, il y avait par exemple une femme qui avait dit, voilà, je suis avec un homme,
je veux un enfant, il n'en veut pas, est-ce que c'est une bonne idée? Elle avait posé sa question dans l'absolu. Et quelqu'un avait pris une branche et avait eu deux informations. Une femme enceinte et une naissance. Et donc quand on tombe, il dit, bah voilà, Carole, j'ai quelque chose à te dire, moi je vois une femme enceinte et une naissance. Je ne sais pas ce que peut faire, parce qu'on ne savait même pas quelle était la question posée, ça restait intime. Et sur un groupe de 20 personnes, une quinzaine, par exemple, ont eu des réponses précises à des questions posées. Ça, on fait ça le troisième jour, par exemple, quand la sensibilité s'est un peu affinée. Et ça, c'est des choses... Si vous voulez faire l'expérience, faites l'expérience chez vous. Posez une question. Posez une question et laissez venir la réponse. Et comment? Par... Avec un bâton, avec un truc, Peu une pierre? Peu importe, un bâton, une pierre, tout ce qui va servir. Tout ça, c'est des supports. Il n'y a rien de magique. Ça, c'est un bâton. Ça restera jamais qu'un bâton. Il a le pouvoir que je viens lui donner. En l'occurrence, il a un sacré pouvoir, ce bâton. Ça, c'est un bâton de parole. Allez, qui devine qui l'a réalisé, ce bâton? Branchez-vous, qui a réalisé ce bâton? Qui a une idée dans la salle? Quelqu'un avant? Dalai Lama. Non, beaucoup plus simple que ça. Une fille? Non, c'est pas un être humain qui a réalisé ce bâton. C'est pas un être humain. Un chien. C'est pas un être humain qui a réalisé ce bâton, c'est un castor. C'est ce qu'on appelle, c'est un bâton que j'ai ramené du Québec, parce qu'au Québec, vous savez, les castors, les mamans castors coupent des branches et puis les donnent à leurs petits. Et les petits se font les dents sur le bâton. Et ces bâtons, ils traînent dans le lac, enfin ils flottent dans le lac, et les Indiens récupèrent ces bâtons, les décorent pour faire ce qu'on appelle les bâtons de parole. Et ce bâton, donc, il a été fait par un castor, je l'ai ramené du Québec, et je l'ai décoré, à chaque fois que j'ai un groupe, par exemple, j'ai mis des groupes, à chaque fois que j'ai un groupe, et qu'on fait tourner le bâton, je fais tourner ce bâton. Il y a deux consignes quand on fait tourner le bâton. Le premier, c'est qu'on le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour respecter la course du soleil. Le deuxième, c'est qu'on ne coupe pas la parole de celui qui parle. Et donc ce bâton, il y a peut-être 2000 personnes qui l'ont eu entre les mains pour parler de leur histoire et pour parler de leur vie. Et un jour, je suis invité par une grande entreprise côté CAC 40 avec le COMEX qui me dit, est-ce que tu peux faire un stage pour faire sur la communication, la libre parole? Et j'entends, pour moi mon guide, pour d'autres une synchronicité, peu importe, me dit, prends ton bâton de parole, ça va te servir. Et je commence, j'avais donc 5 personnes en costard-cravate, directeur financier, directeur des affaires, etc. Et je commence à sortir le bâton de parole, en disant, voilà, j'ai ce bâton de parole avec moi, je vous propose qu'on fasse tourner le bâton de parole et que chacun dise essentiellement qu'est-ce qu'il fait ici, qu'est-ce qu'il peut changer dans la société, qu'est-ce qu'il veut faire dans son métier, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il a appris. Allez, on fait passer le bâton de parole. Et le directeur financier qui était à ma gauche, qui prend le bâton de parole, je ne m'attendais pas du tout à ça, il prend le bâton de parole, et d'un seul coup, il y a une émotion, et il se met les larmes aux yeux à me dire, je me rends compte qu'en fait, on ne parle pas dans l'entreprise, on se raconte des histoires, on ne parle pas vrai, et là j'ai le bâton de parole, et je me sens que j'ai envie de parler vrai. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que dans cette entreprise, j'ai envie qu'on parle vrai. J'en ai marre de porter un masque, j'en ai marre de faire semblant, j'ai envie de parler vrai. Gérer. Non, parce qu'il a passé le bâton de parole à la suivante, qui a dit, je sens une émotion, je ne m'attendais pas à ça. Et on a eu une journée extraordinaire, la DRH m'a rappelé après en me disant, waouh, on est encore sous le coup de l'émotion. Alors, va savoir qui est à l'origine de ça. Est-ce que c'est le bâton? Est-ce que c'est la première personne? Est-ce que c'est le guide de la première personne? J'en sais rien, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le fait est que pour moi, la magie a opéré, et ce qui m'intéresse, c'est quand la magie opère. Parce que quand la magie opère, la magie. Et c'est quoi les autres objets que vous avez apportés? Parce que c'est un peu chamanique, mais c'est du Tibet là. Alors il y a un peu de tout, parce que moi j'avais un maître, c'est Molière, et Molière disait je prends mon bien là où je le trouve. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression de n'appartenir à la fois à aucune tradition, et en même temps à toutes les traditions, parce que je suis avant tout un enfant de la terre, et donc je me sens frère avec vous, avant d'être bouddhiste ou chaman, je me sens avant tout un enfant de la terre. Et il y a quelques objets qui m'ont marqué dans ma vie. Il y a différents objets. Ce bâton de parole, je vous ai raconté son histoire. Il y a par exemple, il y a une légende, je vais vous dire d'où vient cet objet, il y a une légende qui vient chez les Amérindiens,
Et cette légende, c'est l'histoire du bison blanc. Peut-être vous la connaissez si vous vous intéressez un peu au chamanisme. Il y a une légende amérindienne qui dit que, à un moment donné, ça date de plusieurs siècles, cette légende, à un moment donné, chez les Amérindiens iront très très mal parce que les Amérindiens seront tués et décimés par l'homme blanc. Ça date de ça de plusieurs siècles, c'est vraiment les très très vieilles traditions. Et les hommes blancs détruiront les peaux rouges pour avoir leur terre. Et à ce moment-là, on rentrera dans l'ère de la décadence. On reconnaîtra la décadence parce que les enfants n'écouteront plus les anciens et ils ne vivront plus, ils ne respecteront plus les anciens. Ça, c'est l'ère de la décadence. Et cette ère, il y a toute une histoire de ça, mais cette ère, elle prendra fin le jour où il y aura la naissance d'un bison blanc. Et un bison blanc, à ce moment-là, viendra sur la terre pour rappeler aux Amérindiens que le moment est venu de revenir dans la conscience. Et à ce moment-là, les hommes blancs qui ont décimé les peaux rouges viendront faire œuvre de repentance quelque part pour écouter les enseignements des Amérindiens qui datent de plusieurs siècles. Et non seulement ils écouteront les enseignements, ils adopteront ces enseignements et les ramèneront dans leur pays. Là, je vous parle de cette légende du bison blanc qui a plusieurs siècles. Et il y a 5 ans, je crois, de ça, il y a un bison blanc qui est né dans les Laurentides, au-dessus de Montréal, et dans la réserve, dans la propriété de Tammy Crankin, qui est le chef algonquin, hein, qui est d'ailleurs, que vous avez interviewé à l'Inexploré, un chef amérindien. Et le chef algonquin, il y a un bison blanc qui est né. La particularité du bison blanc, c'est qu'il naît et il a les 4 couleurs du bison, blanc, puis noir, puis gris, puis beige. Et les 4 couleurs, mais il vit très très peu. Il vit 3 mois parce qu'il y a une accélération, ce qu'on appelle un saut cardiaque, donc sa vie sera très très courte. Et le bison blanc est né donc il y a 6 ans, il a vécu je crois 6 mois ou 1 an à tout casser, il a eu les 4 couleurs et il est mort. Et quand je suis allé recevoir les enseignements de Tammy Crankin, je lui ai raconté mon histoire, il m'a raconté la sienne, et il m'a dit, je vais te donner des cendres de ce bison blanc, et tu vas ramener ces cendres en France, et comme ça, quand tu enseigneras le bison blanc, parce que toi, tu es venu écouter les enseignements des Amérindiens, et les enseignements des Amérindiens, comme ça, à travers les cendres de ce bison, continueront la sagesse amérindienne continuera à circuler. Donc j'ai effectivement mis les cendres de ce bison blanc dans mon reliquaire, dans laquelle j'ai d'autres trésors qui m'ont été donnés par différents chamans, par différents maîtres. Et c'est ce reliquaire qui est pour moi comme une protection, comme une capacité à se relier à une autre fréquence vibratoire. Quand je médite le matin, je suis comme vous, je me réveille, je me sens peut-être un peu... Et tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je prends une douche et j'ouvre le temple. Et le temple, il n'est nulle part, il est partout. J'ouvre l'espace sacré, j'allume une bougie, je brûle un bâton d'encens et je relie l'espace sacré pour me relier à cette dimension-là. Et puis je fais sonner ce bol. Ce bol, c'est une belle rencontre aussi que j'ai trouvée au Tibet. Il est fait, ce bol, avec les 7 métaux. Et les 7 métaux, c'est pas un hasard s'il y a de l'or, de l'argent, du zinc, du cuivre, etc. Parce que ça correspond à la fois à nos 7 chakras, ça correspond à la fois aux 7 planètes clés qui sont la Terre, Mercure, Mars, la Lune, le Soleil, etc. Ça correspond aux 7 organes. Et quand on fait sonner le bol, on reconnecte le fait qu'on est nous-mêmes une partie de l'univers, on n'est pas séparé de l'univers. C'est pour ça que j'amène le bol toujours avec moi, que je le fais sonner tous les jours, et qu'à chaque fois que je le fais sonner, ça nous permet de nous relier à tout cet univers extérieur et intérieur, comme je vais le faire ressonner tout de suite. Je suis touché de partager cet instant avec vous, au-delà de qui sont les chamans, d'où ils viennent. Le chamanisme, c'est une invitation à ouvrir notre cœur, à nous rassembler, à retrouver notre vraie nature. Et je suis vraiment touché de partager ce moment avec vous ce soir.
Bah, c'est à vous qu'on va demander de poser des questions maintenant. Voilà. Moi, j'en avais une petite dernière. Alors, j'attendrai. Je voulais juste simplement savoir ce qu'il y avait après la mort. Ce qu'il y avait avant. Ah, mais ça m'énerve. Je vais vous raconter, Stéphane, une histoire rien pour vous, mais qu'on va partager ensemble. Hein, parce que votre question me fait penser, un jour, il y a Milarepa qui va voir son maître, un maître tibétain, et il lui dit, voilà, parce qu'il était dans la dualité, en train d'apprendre qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Et le maître lui dit, écoute, je vais te donner rendez-vous dans le champ, et on va se retrouver quand le soleil sera au zénith, je te donnerai un enseignement. Et Milarepa arrive au centre du champ, et là, il y a juste un buffle. Et Milarepa dit à haute voix, il dit, je ne comprends pas, maître, vous m'avez donné rendez-vous, et pourtant vous n'êtes pas là. Et il entend, oui, tu as raison, je t'ai donné rendez-vous, je ne suis pas là. Et il dit, mais en même temps, j'entends votre réponse. Il dit, oui, c'est vrai, en même temps, tu entends ma réponse. Et il se rapproche du buffle, et il voit dans l'oreille du buffle, il voit son maître. Et il dit, je ne comprends pas, parce que je vous vois dans l'oreille du buffle, mais c'est pas possible, vous ne tenez pas dans l'oreille du buffle. Il dit, non, 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 je ne tiens pas dans l'oreille du buffle. Mais en même temps, vous êtes dans l'oreille du buffle. Oui, vous êtes dans l'oreille du buffle. Donc, il y a dans la non-dualité quelque chose qui n'oppose pas. Quand je dis avec malice, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ce qu'il y avait avant, c'est que la mort n'est pas l'opposé de la vie. La vie, c'est un processus qui intègre la naissance et la mort. Et là, ce processus, on le vit plein de fois. L'enfant, il a besoin de sortir du ventre de maman pour venir au monde. Et à un moment donné, l'enfant, il a besoin de quitter la petite enfance pour devenir un grand enfant. Et il a besoin de mourir à un moment donné pour devenir un adolescent. Et il a besoin de mourir l'adolescent pour devenir un adulte. Et dans sa vie d'adulte, on a beaucoup de petites morts qui sont les ruptures, qui sont les séparations, qui sont les déménagements, qui sont les changements de poste. Et tous ces petites morts ne sont rien d'autre que des préparations au grand saut qui n'est qu'un saut de plus, qu'on a déjà fait plein de fois. Parce que plein de fois on est mort, plein de fois on est né, on passe notre temps à ce cycle, hein, qu'on appelle le cycle du samsara, ce cycle permanent. Et on a juste besoin de se préparer. Comment se préparer? En condensant la conscience. J'ai le temps de raconter une petite histoire, quand même, qui est l'histoire des Dalai Lama. Vous savez peut-être comment les Dalai Lama sont reconnus d'une incarnation. Là, actuellement, c'est Tenzin Gyatso, qui est le 14e Dalai Lama. 14e Dalai Lama, avant lui, il y avait le 13e, avant il y avait le 12e, etc. La question, c'est comment on l'a retrouvé, comment il a fait le cap pour aller à la fin. À la fin de sa vie du 13e Dalai Lama, il réunit, il sent que sa mort approche, il réunit les lamas, il dit, voilà, je sens que je vais partir, je vous invite à rechercher ma prochaine incarnation. Et il donne 2 indices. Un peu à l'est, dans une famille pauvre. Voilà, il donne par exemple 2 indices. Et dans les 3 mois qui vont suivre ma mort. Et à partir de là, les moines, les lamas, les grands lamas se mettent en méditation pour capter d'autres indices. Et par exemple, pour le cas du Dalai Lama, un grand lama avait identifié, s'était dit, tiens, j'ai eu une méditation, j'ai vu le Dalai Lama revenir dans une maison avec un toit bleu. Et un autre lama a dit, moi j'ai eu une méditation, et j'ai vu le Dalai Lama revenir dans une maison où il y avait 3 enfants. Et un autre lama a dit, moi j'ai eu une image d'un lama qui revenait, d'un enfant qui naissait un dimanche, avec un père qui était plus jeune de 2 ans que la mère. Et avec toutes ces informations, ils vont recouper, ils vont partir avec une enquête, avec des inspecteurs en tenue, hein, qui sont des lamas qui s'habillent en mendiants ce jour-là, et qui vont faire le tour de tous les villages pour retrouver là où il y a eu une naissance, sans donner leur identité. Et le jour où ils ont identifié la présence du Dalai Lama, le matin même, l'enfant qui avait 3 ans prévient sa mère, en disant, mais moi mes beaux habits, parce que des amis vont venir me chercher. La mère, un peu inquiète, mais il le met quand même dans ses beaux habits. Et les 3 enquêteurs frappent à la maison des parents du Dalai Lama, Tenzin Gyatso, et ils disent, voilà, on vient chercher l'hospitalité, et ils posent des questions. Est-ce qu'il y a eu des signes particuliers à la naissance de l'enfant? La mère dit oui, la naissance s'est passée toute seule, et quand il est né, il y a eu un grand arc-en-ciel au-dessus de la maison, et voilà, et les fleurs, alors qu'on était au mois de décembre, se sont mises à fleurir, ça nous a étonnés. Alors, tous ces indices sont regroupés. Et à un moment donné, ils disent à l'enfant, ils disent, voilà, on a amené 7 bols, retrouve le tien. Le tien, c'est celui de ton prédécesseur. Et puis on a emmené avec nous 8 cloches, puisque les lamas ont une cloche, toutes semblables. Laquelle est la tienne? Et puis on a emmené 10 bâtons. Quel est le tien? Et là, le Dalai Lama trouve le bol, trouve la cloche, trouve le bâton.
Et là, ils se disent, ok, il y a vraiment des circonstances qui nous feraient dire que c'est la suite du précédent. Et là, à ce moment-là, ils disent, alors qui je suis? Et le Dalai Lama, à 3 ans, dit, toi, tu es mon précepteur, toi, tu es mon maître de méditation, et toi, tu es mon guide. Et ils emmènent le Dalai Lama au Potala, le palais d'été du Dalai Lama. Il dit, va dans ta chambre. Il y a 250 pièces à peu près au Potala, et l'enfant retrouve immédiatement. Et l'enfant, à 3 ans, commence à enseigner, à recevoir des enseignements. À 4 ans, il prenait des textes comme ça, il les lisait une fois, il les connaissait par cœur. Et puis, à 7 ans, il commençait à enseigner, et puis il apprend les mudras en une semaine, ce qu'il faudrait pour un moine traditionnel des années. Moi, j'ai reçu des enseignements d'enfants de 7 ans qui, je peux vous assurer, quand ils vous regardent dans les yeux, qui vous posent la main sur la tête, on n'a pas envie de lui dire « Tiens, je t'ai ramené des Playmobil ». Non, non, on reçoit une espèce de profondeur, une espèce de lien. Et je voyais dans les yeux de cet enfant me marquent, ils me sont encore présents en moi. Et quand j'ai reçu, j'ai passé 12 jours dans le monastère, et quand j'ai reçu les enseignements au bout de 12 jours, j'ai vu cet enfant, et là, il n'y avait aucun doute possible sur le fait que c'était... Aucun doute possible. Déstressé. Voilà, donc déstressé, tout ça est très naturel. Cool. Donc je le prends perso, d'accord. Oups, ben voilà. Oui, il y aura peut-être un peu le temps de questions, je crois, dans la salle. Alors oui, posez la question bien fort. Juste une question par rapport aux états modifiés de conscience et par rapport à l'instinct. Vous ne pensez pas que les deux sont un peu reliés et que c'est à peu près la même vibration, quoi? Si l'instinct et les états modifiés de conscience sont liés, c'est ça? Oui, c'est un peu plus ou moins le même mécanisme en gros, sauf que l'instinct c'est quelque chose qui est au-delà de notre inconscient, quoi. C'est des actions qu'on va faire par rapport à l'information qu'on a, et les états modifiés de conscience, ça peut nous apporter aussi des connaissances très poussées, donc j'ai l'impression que c'est un peu lié. Quand on écoute la radio, il y a les grandes ondes, il y a les moyennes ondes et la modulation de fréquence. Les trois permettent de capter la radio. L'intuition, elle est sur une fréquence. L'instinct, il est un peu plus bas, il est sur une fréquence un peu plus lourde. L'intuition est au-dessus, l'état modifié de conscience est encore au-dessus. C'est une fréquence vibratoire encore plus élevée. Mais les trois nous permettent de percevoir une autre dimension. Oui. Est-ce que le fait d'être plus, du mental ne soit pas trop important, est-ce que le fait d'être dans son corps, enfin je veux dire d'éveiller le corps, à ce moment-là, le mental plus apaisé? Bien évidemment, le corps, le mental n'est qu'un ordinateur à notre disposition. Et le travail du chaman, c'est d'être plus présent dans son corps. Et ce qui va nous aider à être présent dans le corps, c'est quoi? C'est l'exercice physique, c'est la marche, c'est le massage, c'est l'ancrage, l'enracinement. Je regarde si j'ai le temps de faire des expériences, on ne va pas les faire aujourd'hui, prochaine fois. Mais l'enracinement, c'est quelque chose de très concret, apprendre à être dans la terre, des exercices physiques. On a par exemple, sous les pieds, on a 7 points. 3 qui sont sous les orteils, 3 qui sont à l'extérieur, et un point qui est sous le talon. Réveiller ces points en les massant, par exemple, ça va nous aider à être plus dans la terre. Surtout les 3 qui sont à l'extérieur et celui qui est sur le talon. Puisqu'on a tendance, nous les hommes modernes, à marcher de plus en plus en avant tellement on est pressé, et donc on est de plus en plus coupé de nos talons. Donc tout ce qui va nous ramener à la terre, et c'est difficile parce que, je vous disais, le décalage entre le temps qu'on passe à couper du bois ou dans la forêt, et le temps qu'on passe sur un clavier, qui va entretenir encore plus le mental. Plus on va être dans le corps, plus on va couper du bois, marcher, faire du cheval, aller se promener, aller être dans le corps, plus on va avoir... Quand je fais les stages de chamanisme, on commence par le plancher des vaches. La terre, la terre, la terre, la terre. Parce que quand on est enraciné, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, on est enraciné, paf, comme les chakras. Et naturellement, ça monte progressivement. Voilà, ça monte au nombril, le centre qui me montre que je suis différent des autres, le plexus solaire, le cœur, la gorge, etc. Et ça va de plus en plus subtil. Mais bien souvent, on veut ouvrir là-haut alors qu'on n'est pas enraciné. Et c'est là qu'on merdite, plus qu'on médite, qu'on est dans un état altéré de conscience plus qu'un état modifié. Et la base, c'est de s'ancrer, c'est de s'enraciner. Plus on est enraciné, plus les informations qu'on va percevoir seront justes.
n'était pas le propos ce soir, je crois, de faire des exercices pratiques, mais là je vous recommande vivement, pour ceux qui ne l'ont pas, de se procurer ce livre, Réveiller le chaman, parce qu'il y a beaucoup de choses très très concrètes, très très pratiques. C'est ça qui m'a séduit vraiment dans votre travail, dans votre livre. Comment éveiller son sixième sens, comment savoir si on a du magnétisme, et même comment demander aux fourmis de s'en aller de la cuisine. Il y a plein de recettes extrêmement bien. Donc, procurez-le vous et puis pratiquez. Voilà, petit conseil perso. Autre question ou un coup? Ou un coup? Alors, hein, si on termine, moi je voudrais terminer par vous remercier. Ce livre, je l'ai écrit seul, mais si vous l'avez entre les mains, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé. Hein, je tiens à remercier ces personnes, hein, dont certains sont ici ce soir. Je remercie vraiment Souyapa, qui est mon éditrice et qui a vraiment encouragé ce livre avant même qu'il existe. Hein, je remercie aussi Anne Chamaillard et Anne-Claire qui ont vraiment beaucoup aidé aussi à la diffusion du livre. Stéphanie qui a aidé par rapport à la presse, je remercie Interforum, Jean Arcache aussi qui nous a beaucoup aidé. Voilà, donc beaucoup de familles, ma collaboratrice qui travaille avec moi. Et je voulais terminer par vous, Stéphane Ali, vous avez à mes yeux cette double qualité qui est le discernement, la curiosité, ça c'en est une, mais le discernement et la curiosité ne sont valables à mes yeux que si on a l'ouverture du cœur. Et j'ai tout de suite perçu en vous découvrant que vous aviez cette ouverture. Et quand on a le discernement et l'ouverture du cœur, eh ben, on peut vraiment explorer des thèmes aussi complexes que celui du chamanisme avec une grande simplicité. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir.